Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à tous et tous, bienvenue à cette émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur le processus et les priorités budgétaires, exercice budgétaire 2024-2025. Le chef de l'État burundais a annoncé à l'occasion du Forum économique du 20 avril 2023 une vision d'un Burundi émergent en 2040, pays développé en 2060. Même le plan national de développement 2018-2027 a déjà été adapté à cette vision pour la période de 2023 à 2027. Budget général de l'État, exercice 2024-2025, s'élève à un peu plus de 4 380 milliards de francs burundais contre à peu près 4 000 milliards pour l'exercice précédent 2023-2024. En quoi est-ce que ce nouveau budget pourrait être une plus-value pour mettre fin aux difficultés économiques de l'heure dans le pays, avec le manque de carburant notamment et tout ce qui va avec? Et quelle serait sa part pour la vision d'un Burundi émergent 2040, développé en 2060? Nous sommes avec trois invités sur le plateau. Désiré Ndaïchimiye, vous êtes le coordinateur de PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, je profite aussi de cette occasion pour saluer tous nos auditeurs et les Burundais en général. Francis Lohiro, vous êtes président du parti Fraternité des Patriotes INESA FPI. Bonjour. Bonjour, c'est pour moi une occasion de saluer d'abord les téléspectateurs de Radio-Télévision Sanganiro ainsi que les collègues avec qui on va partager l'émission. Et puis il y a vous, Anatole Iladukunda, vous êtes juriste, ancien magistrat à la Cour des comptes. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je vous remercie de nous avoir invités. La mise en encore une fois, bonjour et bienvenue. Désiré Ndaïchimiye, coordinateur de PARSEM. D'abord, la première question à vous. Un budget général de l'État, budget programme pour une deuxième fois au Burundi. Vous en faites quelle lecture par rapport au budget précédent 2023-2024 et au regard de la situation économique du pays actuellement? Merci de la question. Ma lecture sur le budget précédent, c'est-à-dire pour l'année budgétaire de 2023-2024, plutôt de 2023-2024, oui. C'est un budget qui n'a pas pu sortir le Burundi des affres de la pauvreté qui sévissaient au cours de cette période. Et si je dois faire ma lecture aussi sur le budget à venir, si je dois parler de l'année budgétaire 2024-2025, c'est un budget qui doit et qui est aussi particulier par rapport à tous les budgets précédents, sur base de 3 points à signaler. D'abord, c'est un budget qui vient de trouver en place une vision stipulant un Burundi émergent en 2040 et un Burundi développé en 2060, une vision qui a déjà son document de politique déjà officialisé. C'est aussi un budget qui trouve en place un plan de personnalisé de la vision. Si l'on doit parler d'un plan national de développement 2018-2027 qui vient d'être adapté à la même vision via son plan d'action prioritaire pour la période de 2023 à 2027. C'est aussi un budget qui trouve le pays dans une situation emblématique si l'on doit croire aux problèmes actuels qui sévissent dans notre pays. C'est aussi un budget qui va inaugurer, sinon qui va voir surgir 5 élections, donc commencer une année où on va avoir des élections, inaugurera une période de 10 années où on va compter 5 élections, c'est-à-dire des élections prévues en 2025, des élections prévues en 2027, des élections prévues en 2030, des élections prévues en 2034 et les élections prévues en 2035, si l'on doit se limiter par là.
C'est aussi un budget qui vient alors que l'organisme IBP vient de classer le Burundi au niveau de la participation publique. IBP, vous voulez dire? C'est un organisme qui classe les pays conformément à la transparence budgétaire, la participation publique dans l'élaboration du budget et aussi au niveau du contrôle budgétaire. Un point à signaler, c'est qu'au niveau de la participation publique, le Burundi enregistre encore une fois une note de 0 sur 100, c'est-à-dire qu'en matière d'élaboration du budget, les Burundais, de façon générale, n'ont pas contribué. Alors, aussi pour terminer, c'est un budget qui trouve en place une deuxième année d'exercice du budget programme. Voilà pourquoi je mentionne que c'est un budget aussi particulier par rapport au budget, à tous les budgets précédents. Budget, programme, un budget qui trouve sur place, qui va coïncider avec la situation par rapport au carburant. Il y a problème de carburant aujourd'hui, il y a les élections en vue, il y a cette situation économique. Est-ce que vous estimez que les priorités, ça sera ces élections, ce problème de carburant, ce budget programme, c'est quoi? De façon générale, le budget devrait avoir comme priorité de commencer à concrétiser la vision à travers les 5 piliers de la vision, dont les 2 principales sont l'engagement de l'État et la coopération fructueuse. C'est aussi un budget qui devrait s'inspirer des problèmes qui se vivent au Burundi. C'est un budget qui devrait trouver solution à la pénurie du carburant, à la pénurie de l'électricité, au manque de l'eau potable, à l'état des infrastructures. C'est aussi un budget qui devrait trouver solution aux problèmes des devises qui se vissent, alors qu'on doit savoir que pour un état économique rassurant d'un pays, on doit s'assurer d'un stock de carburant qui peut permettre au pays de disponibiliser le carburant sur une période donnée, disons 6 mois. Et aussi, les réserves de change peuvent assurer le pays de vivre, d'importer au moins sur une période de 6 mois. Francis Lohero, même question, votre analyse, votre lecture par rapport à ce budget, même par rapport au budget précédent, ça arrive d'évaluer l'exécution de ces budgets. Merci pour les questions. C'est d'abord que mon constat est que c'est devenu comme presque ce que je pourrais appeler une maladie. Maladie. Oui. On dirait que augmenter le budget n'est que la seule solution possible. Et sur ce point, il faudrait que si le budget est valorisé, il faudrait qu'on se pose des questions, c'est dans quel sens il doit être valorisé. C'est-à-dire, je constate que l'année dernière, d'abord, vous vous souviendrez que le budget avait été majoré de plus de 64%. Aujourd'hui, il vient d'être encore valorisé de plus de 16%. De 16%, c'est-à-dire que la conséquence directe est que, dans la plupart des cas, tous les impôts seront revus à la hausse. Et qui paie l'impôt? C'est le contribuable, d'abord l'individu, le peuple burundais, dans sa majorité, et puis ce sont les entreprises, et puis, donc, dans tous les cas, c'est-à-dire que la vie devient plus chère que l'année dernière par rapport à une famille burundaise qui, pour l'instant, est en difficulté. Vous estimez déjà que la vie va être plus chère que pour l'année précédente, l'année budgétaire précédente? Je ne l'estime pas, c'est les chiffres qui le disent. C'est-à-dire que, est-ce que l'année dernière, est-ce qu'on a pu investir pour que les familles puissent travailler mieux qu'ils ne le faisaient auparavant, pour que cette année, on se dise ils auront la facilité de payer des impôts mieux que l'année dernière? C'est-à-dire que la situation telle qu'elle est, nous avons été plus pauvres l'année dernière qu'on ne l'était il y a 2 ans. C'est-à-dire cette année, la prétention est tout à fait naturelle. C'est-à-dire qu'on sera encore plus pauvre parce qu'on va demander aux familles plus d'impôts, plus de taxes qu'ils ne le faisaient. Et ce qui est aberrant, ce sont les chiffres. Ici, il n'y a pas de sentiment, je te le dis parce que moi, je parle des chiffres. Je crois que quand vous demandez 100 francs à quelqu'un et qu'il ne les a pas, et si vous continuez l'année prochaine à lui demander 150 et puis de lui demander 200, je ne sais pas où il va trouver cet argent. Donc la pauvreté, c'est ça, c'est quand on vous demande plus que vous n'avez. Et la logique était que la population puisse produire et qu'elle puisse donner le surplus, qu'il puisse avoir la capacité d'épargner. C'est-à-dire que dans ce budget, c'est pour cela que j'ai dit que c'est une maladie.
Nous venons de passer une période d'environ 20 ans où la courbe en matière de budget ne fait que croître et de façon, si vous voulez, exponentielle. Et la question serait là qu'on fasse une comparaison dans les années 80-90 où on se rappelle que le budget d'investissement dans sa réalité est allé dans les grands secteurs de production qui étaient l'agriculture, le transport et autres. On se rappelle bien. Donc, c'est pas sorcier ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand on regarde, même la ligne qui devait signifier qu'il y a un budget d'investissement, il est presque évalué à presque 2000 milliards, c'est-à-dire à 1700 milliards. On se retrouve dans une situation où c'est des achats de l'État qui ne ramènent pas nécessairement quelque chose de productif dans l'État. C'est-à-dire que donc, le constat est très simple. On a augmenté le budget de l'État, pas dans le sens de produire, mais dans le sens plutôt de prendre en charge les institutions de l'État. Je prends un petit exemple. On voit qu'il y a une ligne où on montre que les bonnes initiatives du président de la République ont été valorisées de plus du double, presque, qui était à 3 500 milliards, aujourd'hui qui va jusqu'à 5 milliards. C'est-à-dire que, alors que quand je compare dans d'autres secteurs qui devraient être porteurs d'intérêt public, comme par exemple le soutien à la caisse des communes phoniques, qui a été diminué. C'est-à-dire l'envie est de valoriser. Si vous voulez, c'est une explication très simple. Il l'a dit Désiré, il y a une dévaluation de la monnaie. Ça signifie que prendre en charge les activités de l'État continue à se conformer à la valeur de la monnaie, mais malheureusement, ce qui en pâtit, c'est la production. C'est devenu comme une maladie chez nous, c'est-à-dire que revaloriser le budget est devenu comme quelque chose qui n'est que la seule chose possible, c'est-à-dire que il faudrait que le gouvernement se pose des questions. Est-ce qu'on a assez d'argent? Est-ce que la population est assez nantie pour pouvoir donner autant d'impôts, pour pouvoir participer au financement du budget? Alors, si je compare, par exemple, si vous voulez, l'année dernière, le budget avait été augmenté de plus de 64%. Aujourd'hui, il vient de l'être à 16%. Est-ce que il y a Donc, ça augmente d'année en année. Oui, d'année en année. Et si vous voulez, si je vois la courbe, si les 20 dernières années, c'est-à-dire que la courbe est croissante de façon exponentielle à tous les niveaux, alors qu'on ne considère pas le niveau de vie de la population burundaise. Ce sont des familles qui paient des impôts et qui malheureusement n'ont pas assez de moyens parce que si on n'a pas investi, c'est-à-dire que les familles ne travaillent pas nécessairement mieux que les années précédentes. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de travailler, vous vous rappellerez qu'il y a des chiffres qui montrent que le taux de revenu au Burundi, il est en dessous de 6%. C'est-à-dire que les Burundais qui peuvent participer avec leurs revenus à financer les impôts à un certain niveau. Mais il y a des autorités publiques qui disent à haute voix que la production a beaucoup augmenté. Je crois que dans cette émission, on est en train de parler en tant que technicien. Si vous voulez, je représente un parti politique, mais j'essaie de parler en matière de chiffres sur ce coup. Donc, c'est-à-dire que je regarde les chiffres qu'on est en train de nous donner et tous les impôts vont augmenter. Je vois, par exemple, que les impôts au niveau des personnes physiques vont augmenter de plus de 56 milliards. Au niveau des sociétés, c'est plus de 100 milliards. C'est-à-dire que c'est visible que la population burundaise sera plus pauvre cette année qu'il ne l'était l'année passée. Et l'année passée, il était encore plus pauvre qu'il ne l'était il y a 2 ans. C'est-à-dire que si on est... C'est-à-dire que la pauvreté, ça croît. Oui. La pauvreté, pour moi, c'est une question de chiffres. Si on vous demande aujourd'hui de payer 100 francs, l'année prochaine, on vous dit de payer encore 150 ou 200, alors qu'en réalité, vous n'arrivez pas à produire cet argent. C'est-à-dire que si je vous demande plus, vous avez plus de difficultés à me donner l'année prochaine que vous ne m'avez donné cette année. C'est-à-dire que, donc, si je fais une comparaison, on est dans une situation où l'autorité ne cherche qu'à financer ses activités plus qu'il ne peut financer l'investissement. Et je fais aussi un clin d'œil parce qu'on nous montre, il y a une ligne budgétaire qui nous montre que le budget d'investissement est évalué à presque 2000 milliards, c'est-à-dire environ 1700 milliards. Quand on regarde, c'est dans la plupart des cas des achats qui ne donnent pas nécessairement un certain sursaut sur la production. Alors que pour moi, l'investissement, ça devrait être investir dans la production pour que le peuple burundais puisse gagner en matière de revenus et qu'il arrive à consommer et du coup arriver à payer des impôts. Et finalement, les priorités, les grandes priorités pour ce budget. Je ne devrais même pas d'abord commencer par les priorités parce qu'ici, ça me montre d'abord la volonté politique, c'est-à-dire qu'il y a une manque de volonté politique à vouloir donner à la population burundaise la possibilité de financer son budget. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, on parlera, même si vous voulez,
d'une certaine manière, d'un budget fantaisiste où on nous montre des chiffres, où on ne sait même pas si réellement les gens pourront financer ce budget. Anatole Iradukunda, ancien magistrat à la Cour des comptes, votre analyse, les priorités au regard de ce budget? Merci beaucoup. Premièrement, il y a une situation économique du pays de l'heure. Vous allez peut-être aller vous exprimer dans ce sens. Oui. Premièrement, il faut... Mais aussi, bien sûr, la vision 2040, 2060. Oui. Premièrement, il faut savoir que le budget a été élaboré dans l'optique d'une vision Burundi, pays émergent 2040, pays développé en 2060. Oui. Mais on peut s'opposer. Cette vision a été élaborée par rapport à quoi? C'était d'abord pour répondre à l'agenda des Nations Unies, les ODD, à l'agenda de l'Union africaine, ainsi qu'à la vision de 25 ans de la communauté de l'Afrique de l'Est. Alors, au niveau sectoriel, il y a eu l'élaboration des politiques sectorielles à long terme, à moyen terme et à court terme. Mais, alors, si on essaie de comparer le budget de l'année passée qui a été exécuté dans des difficultés, vous avez vu qu'il y avait manque de carburant, manque de vises, et les prix ont monté pour les produits de première nécessité, avoir le ciment, avoir le cycle. En général, il y a eu une montée des prix au cours de l'année passée. Alors, c'est un budget qui a été élaboré alors dans des conditions, je dirais, précaires, parce qu'on doit répondre au cours de cette année à ces problèmes. Si je dis, pour le moment, on est dans la phase de quitter le budget moyen vers le budget programme. Le budget programme où nous aurons des programmes qui viendront répondre aux exigences de la vision, et surtout du PND révisé. Si nous regardons, il y a eu l'augmentation de plus de 16% par rapport au budget de l'année passée. Oui. Et cette augmentation a été majorée par rapport aux grandes allocations des dépenses salariales additionnelles qui portaient sur le paiement de 60% restant des droits acquis liés à la part emploi dans le cadre de la mise en œuvre de la politique salariale, soit un montant de 75 milliards 699 millions 995 640 francs. Aussi, il y a les annales pour la notation. Dans le paiement des fonctionnaires. Dans le paiement des fonctionnaires. Il y a aussi les annales pour la notation de l'exercice 2023-2024, soit un montant de 13 milliards 754 millions 903 229 francs. Il y a aussi le dégel des annales dans les institutions à statut spéciaux, soit 22,3 milliards de francs. Et où sont les investissements? C'est ce que j'attends de vous. Oui. Les investissements, on a parlé de ministère par ministère. Par exemple, pour le ministère qui y a pour le moment de problèmes, le ministère hydraulique, de l'énergie et des mines. On a essayé de parler de Gigi Moulay-Emre, le montant qui va de 8,78 milliards, qui va essayer de terminer le projet Gigi Moulay-Emre. Il y a aussi la construction d'autres barrages, comme le barrage Kamanyola-Bujumbura, la ligne Kamanyola-Bujumbura, qu'on a donné 1,1 milliard. Aussi, il y a quand même un projet Kabou 16 pour 8,21 milliards et d'autres. Pour le ministère en charge de l'environnement et de l'agriculture, vous voyez qu'au cours de l'année passée, on avait toujours essayé de donner des appuis au niveau des semences. Et pour le moment, on a parlé de
projet de développement de la filière café ODEC. Vous avez entendu dernièrement le président de la République a parlé de la rentrée des devises qui n'a pas été lieu. Et on trouve qu'au cours de cette année, on a essayé d'appuyer dans ce cadre. Peut-être que c'est une... Est-ce qu'on va dire qu'il y aura une plus-value pour cette année? Bon, le budget a augmenté de 16% et plus. Est-ce que bon, la plus-value pour les citoyens, c'est comment? Oui, si... Il y a Francis Lohero qui disait tantôt qu'il y a toujours la pauvreté. Ouais. Si on essaie de penser qui finance le budget, ce sont les ménages d'abord, les ménages. Si, à travers les impôts. À travers les impôts internes et taxes. Mais aussi, il y a des entreprises, et les entreprises aussi sont créées par les éléments de ménage. Alors, si les impôts et taxes sont augmentés, c'est que, d'abord, si c'est possible, c'est que la production a été augmentée. Si c'est le cas inverse, c'est que les ménages seront toujours pauvres. Mais si réellement les ménages ont eu une production suffisante, c'est que la montée de cette prévision n'a pas d'impact. Mais si on a monté les prévisions, le budget au cours le projet de budget au cours de cette année, et que les ménages sont actuellement pauvres, c'est-à-dire qu'il y aura toujours ce problème de pauvreté. Je vais adresser la même question à vous, Désiré Ndaïchimié, coordinateur des projets à l'organisation PARSEM. Pourquoi, selon vous, le budget de l'État est revu à la hausse d'année en année? Et aujourd'hui, donc, il a monté de plus de 16%. Où sont les investissements? Quelle est la plus-value pour les citoyens? En fait, quand un budget puisse augmenter, c'est tout à fait normal. Parce qu'il peut y avoir des principaux facteurs, dont l'un est la dévaluation monétaire. Le gouvernement peut se trouver face à une dépense qui devrait être, par exemple, de 2 millions pour l'année budgétaire précédente, mais qui aujourd'hui, au vu de la valeur monétaire, se trouve à une somme corsale, donc disons une augmentation de 2 millions, disons 4 millions. Mais la grande raison d'augmentation du budget qui est significatif, c'est quand l'investissement croît. L'inquiétude alors pour le budget actuel, c'est-à-dire le budget de l'année budgétaire 2024-2025, se trouve du fait que le budget de fonctionnement semble être privilégié par rapport au budget d'investissement. Et comme Francis vient de le dire, même si on entre dans le budget d'investissement, on trouve que la grande partie des investissements sont des acquisitions des biens qui vont entretenir les institutions publiques. Donc, on n'a pas privilégié l'investissement qui vont générer des revenus. Et on se demande la question, quelle serait alors la capacité du contribuable auquel le budget ne lui donne pas des atouts pour s'investir en vue de dégager des taxes et des impôts attendus. La deuxième inquiétude se trouve au niveau du déficit. Parce que on parle, le budget montre... Le déficit, c'est à combler par qui? Voilà. C'est un déficit hors don qui s'élève à 1760 milliards de BIF. Alors, si l'on doit combler ce déficit, on doit user la mobilisation des financements auprès des bailleurs. Sinon, comme la production n'est pas privilégiée, le gouvernement n'aura recours qu'à des emprunts sur le marché intérieur, ce qui peut générer des problèmes auprès des banques commerciales et de la BRB au niveau des avances. Vous parliez tantôt de dévaluation monétaire et parallèlement, manque de devises dans les banques au niveau du pays. Dévaluation monétaire, est-ce qu'on va
dire, M. Désiré Ndayishimiye, que c'est une fatalité parce que chaque année, on parle de dévaluation monétaire au Burundi. Voilà, c'est une fatalité. Pourquoi? La monnaie se dévalue alors que les ressources pour le peuple restent les mêmes ou reculent. Par exemple, supposons un fonctionnaire qui touchait 250 000 francs l'année prochaine. Si aujourd'hui il reste avec le même salaire, ou bien un salaire d'une manière ou d'une autre diminué, vous savez la vie quotidienne déjà, et alors qu'un bien qu'il allait acquérir pour 100 000 l'année prochaine, aujourd'hui il est obligé de dépenser une somme de 150 000 pour l'acquérir le même bien, la vie se complique. C'est ça la fatalité. Je ne sais pas si c'est le même mot chez vous, Francis Lohero. Dévaluation de la monnaie, quelle serait la plus-value finalement pour les citoyens avec ce budget de l'État? Si vous voulez, je commence par là. Ce n'est pas que c'est vraiment une fatalité. La dévaluation, le manque de devises, c'est une conséquence directe d'un comportement de l'autorité. D'un comportement de l'autorité. Il faut qu'on comprenne pourquoi notre monnaie se dévalue, pourquoi on manque de devises. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites. Quoi? Si on n'a pas produit dans son pays, où est-ce que vous voulez avoir des devises? Et les devises, c'est quoi? C'est quand vous exportez vos biens et que les gens viennent acheter chez vous. Ici, nous sommes entourés par des pays qui ont tellement besoin de nos biens, notamment les Congolais, notamment les Rwandais, les Tanzaniens. Est-ce que nous, ils ont besoin de nos biens? Et ils ont de l'argent. Et leur argent, ça s'appelle des devises. Parce que le devise, ce n'est pas seulement le dollar. Même si vous voulez, les Congolais achètent avec du dollar. Est-ce qu'on produit assez pour leur donner? Est-ce qu'on produit assez pour nous et pour pouvoir vendre? Ça, c'est un comportement de l'autorité. Il faut que l'autorité sache que s'il ne le fait pas, on n'aura jamais de devise. Et Désir vient de le dire. On attend que quelques individus, par bonne foi ou par collaboration, si vous voulez, par bonne foi, si vous voulez, par relations internationales, il y a des organismes, il y a des pays qui doivent collaborer avec notre pays, qui peuvent nous donner de l'argent. Est-ce qu'on mérite cette collaboration? Parce que pour mériter quelque chose, il faut que les autres aient à chercher chez nous, d'une certaine manière. C'est-à-dire, et c'est là où on va voir que, dans la plupart des cas, l'autorité... Est-ce qu'on ne mérite pas de collaboration? Pour le mériter, vous devez faire des choses. Ce n'est pas que vous le méritez parce que vous vous appelez monsieur tel, parce que vous vous appelez pays tel. Vous devez faire des choses qui intéressent les autres. D'aucuns le disent à plusieurs niveaux. Qu'est-ce qu'on fait pour que notre pays soit visité? Qu'est-ce qu'on fait pour que notre pays puisse produire et que les gens... C'est-à-dire que c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans pour produire aujourd'hui qui va permettre aux autres de venir chercher chez nous. Le comportement de l'autorité, il y a 4 ans, doit faire en sorte qu'en 2024, les autres viennent chercher chez nous. Or, en continuant à augmenter notre budget, on continue à être dépendant des maigres ressources que nous avons et partant, naturellement, ça devient une conséquence. Notre monnaie doit se dévaluer. Qu'on le veuille ou pas, ça doit se dévaluer. Donc, je ne dirais pas que c'est une fatalité. C'est-à-dire qu'il suffirait d'un petit coup que les autorités changent de comportement et la situation changerait de position immédiatement. Je trouve que c'est ça la logique. C'est ça la logique. Oui. Et finalement... Du moins, si un jour on se retrouve devant un budget où le budget d'investissement, dans la réalité, conforme avec la production, où on trouve que le budget de fonctionnement est moins et inférieur au budget d'investissement, on verra que la situation, d'une année à 2, on pourra changer. Mais finalement, Francis Lohero, la vie du citoyen burundais, ça vous fait quelle image? Avec ce que vous dites, votre conception? Il y a d'abord ce que je peux appeler le niveau microéconomique. Les Burundais essaient de vivre. Ils essaient de, comme on dit habituellement, ils essaient de se débrouiller. Je trouve que le peuple burundais, il est capable de vivre même dans des conditions plus difficiles. Parce que les familles essaient de survivre, essaient de faire face à une situation très difficile, dans le calme, si vous voulez. Le Burundi, ce n'est pas le Kenya. Les Burundais, même dans des difficultés, ils essaient d'être calmes, de se sentir même heureux. Vous les rencontrez, ils essaient de rire. Ça, c'est le niveau microéconomique. Chacun essaie de cacher sa pauvreté, sa misère. Mais au niveau macroéconomique, c'est là où il y a un problème. Parce qu'il y a l'autorité qui doit consommer ce que le peuple lui donne. C'est-à-dire, nous devons participer à financer un budget de plus en plus croissant chaque année, qu'on n'est pas capable de financer. Et ça signifie que le peuple burundais devient dépendant, malheureux, je n'utiliserai pas le mot qu'on n'aime pas utiliser, comme on devient presque là pour financer un budget qui ne nous sert même pas. C'est-à-dire que
la situation du peuple burundais me fait pitié, et c'est ça que je peux dire. Il faudrait que l'autorité pense que tant qu'on n'investira pas, tant qu'on ne laissera pas d'abord de côté la plupart des lignes budgétaires qui viennent valoriser la vie de l'autorité, la vie des institutions, plus qu'ils ne le font pour des secteurs de production comme l'agriculture, le transport, j'ai fait un regard un peu critique par rapport au ministère, si vous voulez. Je regarde que le ministère de l'Agriculture n'a qu'un budget qui est inférieur à 1/10 du budget, c'est-à-dire seulement... 1/10, alors que le Burundi vit de l'agriculture. Bien sûr. C'est-à-dire notre budget au niveau du ministère de l'Agriculture, ça fait 322 milliards. Et si vous imaginez que c'est le ministère, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va mettre dans ce qu'on appelle les projets du moment où on sait que là, il y a même le fonctionnement de ce ministère. Quand vous regardez le ministère du Commerce qui est en dessous, c'est-à-dire 22 milliards, vous comprenez ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les secteurs producteurs ne sont pas plus importants que les secteurs qui ne donnent pas nécessairement. C'est-à-dire que ça montre que l'autorité ne se préoccupe pas de la vie du peuple burundais, de la vie surtout du contribuable. Puis-je revenir vers vous, Anatole Iradukunda. Le Burundi se veut un pays émergent. 2040. Pays développé en 2060. Finalement, quels sont les défis? Les défis à relever pour parvenir à cette vision. 2040, c'est d'ici 16 ans. Pour atteindre le niveau d'émergence en 2040, le Burundi a besoin de faire beaucoup d'efforts. Premièrement... Je vais faire le tour de table avec les autres intervenants. Oui. Premièrement, comme la plupart des Burundais sont des agriculteurs, il faut renforcer le niveau des agriculteurs, c'est-à-dire réformer le domaine agricole, essayer de mécaniser l'agriculture, mais aussi l'encadrement au niveau des agriculteurs. Là, peut-être on va y arriver. La situation aujourd'hui. Donc, on regarde, disons, on projette le 2040, 2060, mais les défis aujourd'hui, où on en est aujourd'hui? Premièrement, je dirais que le problème se trouve au niveau des décideurs qui doivent regarder le problème en face. Le problème des produits à exporter nous cause d'abord les problèmes de rentrée de devises. Il y a aussi un problème de leadership. Le peu que nous avons rencontre souvent des problèmes de malversation économique. On a la corruption, on a des détournements. Et c'est très difficile d'atteindre les objectifs si ces défis sont toujours là. Et notre problème est que les institutions qui sont chargées de mettre en place les projets et programmes ne font pas attention sur la non-atteinte des objectifs. Mais au cours de cette année, je vois qu'il y a eu amélioration par rapport. C'est ce que je pourrais dire. Parce qu'on est en train dans le budget programme, même si on est vert, on n'a pas encore atteint. Au cours de cette année, il y a eu des PTBA. J'ai essayé de faire des analyses à partir de ces PTBA de tous les ministères où on a essayé de faire des programmes en fonction des activités, en fonction de ce qui est prévu dans la vision et ce qui est prévu dans le PND. Désiré Ndaïchimié de Parsem, les défis à relever aujourd'hui pour parvenir à cette vision. Les défis qu'il y a aujourd'hui, c'est comment? Oui, notre pays fait face à de grands défis. C'est handicaper l'atteinte de la noble vision. Je vais les catégoriser en 4 groupes. D'abord, il y a des défis liés à la gouvernance. Parlons par exemple de la gouvernance budgétaire. Un rapport PFA récemment sorti parmi les 31 critères de cotation en matière de gestion des finances publiques a montré que le Burundi enregistre la note la plus basse, c'est-à-dire la note 2,
sur 21 critères. C'est-à-dire que c'est un pays qui se recherche encore en matière d'amélioration de la gestion du paix qu'on a. Donc, c'est-à-dire le peu qu'on a, c'est mal géré selon vous. Voilà. On fait face à une mal gestion. Le deuxième grand défi est lié au détournement des deniers publics. Il y a des gens mal intentionnés qui prennent la chose publique comme la chose de leur famille. Le malheur, c'est que quand il y a des dossiers afférents à cet aspect, ils sont classés presque sans suite et accompagnés par une impunité. Vous savez, des dossiers qui se parlent dans le pays, mais que le peuple attend ici en vain. Troisième grand défi se trouve au niveau de la corruption. Aussi, il y a un rapport de la Transparence internationale récemment sorti qui a classé le Burundi à la place de 172e sur 180 pays classés dans le monde. Et cela avec une note de 20%. Vous savez, 20%, ça montre une situation aussi précaire. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'on devrait beaucoup s'armer pour mener une lutte acharnée contre ce fléau. Malheureusement, le pays ne dispose plus d'une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Signalons même que le ministère spécifique pour ce combat, qui était le ministère chargé de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, a été aboli. Il y a aussi, on fait face à un cadre regard. Est-ce que cela signifie que la corruption, donc ça explique donc la corruption. La corruption, le combat contre la corruption n'est pas notre champ d'action aujourd'hui. Donc nous prenons la corruption comme, non pas comme une situation préliminaire à faire face. Il est géré d'une manière un peu lacunaire, tout en parlant aussi que le cadre légal gère cet aspect et lacunaire. Au niveau 4, il y a la passation des marchés publics. La vie budgétaire du pays se concentre au niveau des marchés publics. Et même, on parle souvent que la plupart des budgets ont montré une affaire de 50% qui sont orientés vers les marchés publics. Et si j'utilise sciemment le terme commande publique, on doit commander pour exécuter certains projets. Alors, c'est un aspect qui fait face à des défis particuliers. Par exemple, la lenteur des procédures de la passation qui cache des magouilles et des spéculations. Il y a aussi la corruption et la malversation économique parce que la plupart des cas de malversation économique que connaît le pays se trouvent au niveau de la passation et de l'exécution des marchés publics avec des conséquences néfastes sur la vie, l'ensemble de la vie. Est-ce que vous avez des preuves désirées? Peut-être qu'on pourrait prendre... Ce flou dans la passation et l'exécution des marchés publics. Permettez que je m'adresse peut-être à Francis Lohiro avec la même question, les défis. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que je peux le faire. C'est d'abord que le premier défi pour une vision, c'est que les auteurs d'une vision doivent la comprendre, l'intégrer et la vivre. Ce qui n'est pas le cas, vous dites. Ce n'est pas le cas parce que c'est une question de chiffres. L'exemple serait très simple. Quand vous dites aux gens, je vais produire l'année prochaine 2 sacs de haricots, et que vous dormez jusqu'à 9 heures, vous sortez, vous partez vous balader, et vous dites, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas votre vision. Puisque si vous comprenez la vision, vous devez vous lever tôt le matin, aller cultiver, chercher tout ce que vous devez faire pour la faire. Donc pour moi, c'est d'abord que les auteurs d'une vision doivent la vivre. Et quand on regarde des chiffres qu'on est en train de voir dans cette vision, c'est-à-dire que quand la grande part est mise sur les institutions, sur le fonctionnement de l'État, plus que ça ne l'est au niveau de l'investissement, ça montre qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui prennent la vision pour une propagande que pour une réalité économique. La deuxième chose, c'est qu'un pays émergent, ce sont des chiffres. C'est-à-dire que le peuple doit arriver à un PIB par habitant qui oscille à $2 000. Aujourd'hui, nous sommes... À un moment donné, c'était 240. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est encore en deçà. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui prouve qu'on est très loin. S'il faudrait qu'on y pense, c'est-à-dire qu'il faut penser, est-ce que l'habitant burundais doit arriver à son niveau? Quand est-ce qu'on va le faire? Et qu'est-ce qu'on doit prévoir pour qu'on y arrive?
L'autre chose, c'est-à-dire que quand la vie devient de plus en plus précaire, il y a des chiffres qui le montrent, c'est-à-dire que j'ai montré à un moment donné les impôts qui vont être donnés par l'habitant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même le peuple n'y croit plus, parce que la vision, c'est quoi? C'est quand l'autorité arrive à s'exprimer et que les gens vivent cette vision, même dans leur fort intérieur, ils se disent, voilà ce que je suis en train de voir, de vivre même avant terme, c'est-à-dire que quand les impôts sont majorés, c'est-à-dire que les impôts, c'est cette année, avant qu'on y arrive. Quand je regarde que l'augmentation des impôts sur les importations qui va jusqu'à 25%, quand je regarde sur les impôts sur le revenu, impôts sur les revenus des sociétés, même y compris le capital, qu'on va jusqu'à 12%, quand je regarde l'impôt sur les biens et les services, l'impôt sur les impôts et les exports qui va jusqu'à 45%, ça sont des chiffres. Pourquoi ces chiffres? C'est-à-dire qu'on cherche à financer ce budget. Les Burundais, les familles, au niveau macroéconomique, ils doivent se saigner pour pouvoir financer. C'est-à-dire que tout ça, c'est d'une certaine manière que le risque est que même au niveau de la vie de l'habitant, les gens doivent payer. C'est-à-dire que quand le peuple est en train de souffrir d'une certaine manière, de façon financière, c'est-à-dire il ne croit plus à une vision. Et ça, c'est un défi important parce que la vision, c'est quoi? C'est une foi en quelque chose. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un, l'année prochaine, dans 10 ans, vous vivrez mieux, et que lui, il sait que c'est de difficulté en difficulté, il l'a dit tantôt Désiré, même si vous voulez, Anatole l'a dit, quand les biens de première nécessité, comme le carburant, comme l'électricité, comme les choses élémentaires, quand on ne les a pas, c'est-à-dire on ne croit plus à l'avenir. Et ça devient un problème pour la vision, parce que la vision, il faut y croire, il faut travailler en sachant que demain, je serai comme ça. Alors, la perte d'une confiance dans une vision, la vision devient à un moment donné comme une propagande, comme un slogan, et ça ne rime pas avec les chiffres. Et à un moment donné, les budgets pareils, c'est comme des choses fantaisistes qui se font juste dans les ministères ou sur des tables comme ça, où quelques intellectuels s'asseyent, mais le peuple ne peut pas voir dans son assiette, dans son panier, ce que ça signifie. Je reviendrai vers vous. Je rappelle que le débat Mosaïque porte aujourd'hui sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice 2024-2025. Avec 3 invités sur le plateau, à savoir Désiré Ndayishimiye, coordinateur des projets au sein de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, Francis Rohero, président du parti Fraternité des Patriotes INESA FPI, ainsi que Anatole Iradukunda, ancien magistrat à la Cour des comptes. Anatole, justement, quelles seraient des pistes de solutions? Nous allons vers les perspectives. Quelles seraient des pistes de solutions pour que ce budget de l'État 2024-2025 soit bénéfique pour les citoyens? Dans cette vision d'un Burundi émergent en 2040, Burundi pays développé en 2060. Le projet de budget est déjà dans sa phase finale. Et bientôt, la loi sera promulguée. Alors, c'est déjà prévu. Nous avons déjà ces différentes prévisions. Ce que je pourrais contribuer pour que ce projet de budget soit bien exécuté, il faut d'abord renforcer la bonne gouvernance. Nous avons parlé de la planification. Déjà, la phase de planification est déjà terminée. Pour le moment, nous serons devant la phase d'exécution. Alors, pour l'exécution, il faut qu'il y ait les mécanismes de suivi et évaluation. Il faut qu'il y ait les mécanismes de contrôle interne et de contrôle externe. Là, je parlerai alors les défis du mécanisme de contrôle, surtout pour le contrôle interne. Ces contrôles sont faits par les départements de suivi et évaluation, les inspections générales des ministères, aux différents ministères. Mais il y a aussi le contrôle de la Cour des comptes qui doit être fait à la fin de l'exécution. Donc la Cour des comptes doit être vigilante. Oui, oui. Mais il faut savoir que la Cour des comptes a des problèmes multiples qui peut dans ce contrôle. Oui, qui peut l'empêcher de contrôler tous les programmes. Imaginez, pour chaque ministère, il y aura des programmes qui doivent être contrôlés. Alors que les magistrats de la Cour des comptes sont toujours au nombre de 35, nouvellement recrutés, qui n'ont pas encore eu même la formation à la matière de contrôle. Aussi, il y a un problème au niveau, parce qu'au cours de cette année, quand même, heureusement qu'on a essayé de mettre les papes. C'est-à-dire, le contrôle est possible.
Mais pour la contribution du budget, de la vision alors, c'est un découpage de l'année vers une autre année. Alors, pour la fois prochaine, je dirais que le gouvernement doit impliquer toutes les parties prenantes pour atteindre un budget bénéfique pour l'ensemble du pays. Merci. Et un mot à placer, M. Désiré Ndayishimiye de Parsem, des pistes de solutions, perspectives, recommandations, c'est comment? Pour que ce budget 2024-2025 soit bénéfique pour les citoyens, aujourd'hui et demain. Pour que le budget soit bénéfique pour les citoyens, d'abord c'est un budget en attente de promulgation. Si jamais le président remarque quelques points à améliorer, il peut user de la légalité pour y faire face. Mais nous avons aussi la chance d'avoir la reprise de la révision budgétaire, parce qu'on croit que comme ça a intervenu le mois de décembre 2023, ça va aussi être le cas pour le mois de décembre 2024. Mais si je dois revenir sur la vision, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? Pour réussir la vision, il faut que le pays se positionne à mieux concrétiser tout ce qui s'avère nécessaire comme préalable à la dite vision. Il faut que le pays ait une stratégie de mobilisation des fonds, parce que la vision demande des moyens. Il faut aussi mobilisation des fonds, c'est la mobilisation des fonds nécessaires. Les impôts. Moi, je ne parle pas d'impôts. Ça doit être une stratégie de mobilisation des fonds liés à la concrétisation de la vision, impôts, taxes, aides, appuis, je ne sais pas. Mais il faut aussi que, si jamais les fonds sont disponibles, le pays s'améliore au niveau de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption pour accroître la capacité de gérer ce qu'on a. Si ça s'avère aussi nécessaire, il faut que le Burundi prenne un pays modèle qui aurait réussi une vision quelconque et l'adapter aux besoins de notre pays. Est-ce que vous pouvez proposer ce pays modèle pour le Burundi? Souvent, au sein du Parsem, nous proposons le Singapour parce que ça nous a servi beaucoup comme un pays modèle. Oui. Francis Rohero. D'abord, il y a quelque chose que je dirais, si vous voulez, tantôt, parce que l'autorité, d'une certaine manière, croit que en faisant du bien aux gens, faire du bien aux gens, c'est-à-dire comme on l'a dit une fois, donner de l'argent aux gens, c'est-à-dire que faire plaisir aux gens parce qu'on a toujours besoin d'argent. On leur donne de l'argent. Oui, et ça comme fait plaisir. Oui, si vous voulez. Et comme il y a eu tellement de contrats entre le gouvernement, les fonctionnaires, et ainsi de suite, on a tendance à faire plaisir aux gens en leur donnant de l'argent. C'est d'abord quelque chose qui n'est pas bien au niveau économique, parce que la masse monétaire ne fait que croître. Et la production ne croît pas, et malheureusement, c'est-à-dire que tout devient un problème. Donc, quand vous parlez de perspective, dans ce sens, il ne faudrait pas que les gens croient qu'on doit faire plaisir aux gens. Il faut plutôt qu'on soit dans une logique à croire ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, si vous voulez, ce qu'on est en train de lire ici, c'est un travail qui a été fait depuis très longtemps. Donc, on ne va rien changer. Si vous voulez, en parlant de révision budgétaire, je ne sais pas, peut-être il y aura des coupes budgétaires, comme l'année dernière, parce qu'en parlant des chiffres, cet argent n'existe pas. On est en train de projeter. À la limite, Anatole a dit à un moment donné, peut-être que ce n'est pas évident que le suivi de ces chiffres sera celui-ci. À un moment donné, on ne sait même pas si réellement ça se fait exactement de la sorte, parce qu'il y a des moments où on trouve que quelque chose avait été prévu à un chiffre X, mais en matière de suivi ou d'évaluation, on trouve que c'est différent de ce qu'on avait vu. Alors, pour moi, ce que je cherche, c'est que l'autorité, d'abord, doit croire à ce qu'il est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, cette année, ce n'est qu'une année qui peut nous donner un certain caractère par rapport au secteur. Mais je voulais qu'on fasse une lecture, si vous voulez, sur une longue période. Il y a 4 ans, le budget est parti de 1800 milliards, 1900 milliards, 2400 milliards, aujourd'hui 4400 milliards. Ça va croître. C'est-à-dire, alors, si on fait une étude sur 4 ans, dans les 7 ans vers la 5e année, dans les 7 ans que le président
pour lesquels le président a prêté serment, c'est-à-dire ça devient compliqué. Pour moi, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire qu'il doit croire en sa vision et essayer de voir que changer le tir. Je me dis que ces chiffres sont faits par qui? Et les chiffres sont faits par des techniciens au ministère. Est-ce que l'homme politique s'implique pour savoir ce que ça signifie? Est-ce qu'il sait que ces chiffres doivent corroborer son discours à un moment donné? Est-ce que c'est nécessaire que l'homme politique s'implique dans cette élaboration de budget? En effet, parce que l'autorité, c'est qui? C'est un discours qui doit donner la vie aux gens. Et ce discours doit se transmettre dans les chiffres. La vie des populations doit refléter ces chiffres. Quand vous dites vous allez soigner les gens, il doit y avoir un chiffre pour soigner ces gens. Quand vous dites vous allez donner de l'eau aux gens, il doit y avoir un chiffre pour donner de l'eau aux gens. Donc, pour que ça cesse d'être un slogan, il faut que l'homme politique s'implique pour savoir ce qui se passe. Parce qu'à un moment donné, l'information, il a dit Anatole à un moment donné, formation que nous recevons nous donne des diplômes pour accéder à un travail. Mais ne nous donne pas la capacité de penser ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est directement la conséquence, parce que les chiffres viennent comme des signes qui nous disent ce qu'on devrait faire, mais après, on ne le fait pas. Alors que ça devrait nous faire penser pour que ces choses soient réalisées, soient concrètes sur le terrain. Pour qu'on dise, on a produit, on n'a pas produit, ainsi de suite. Si on n'a pas produit, il ne faudrait pas qu'on espère. Donc cette année, je ne crois pas qu'on va changer ces choses. Mais je le dis pour les années à venir, je l'ai dit il y a des années, donc, changeons le tir. Si on n'est pas capable, si on n'est pas capable de produire, ne cherchons pas nécessairement à hausser les budgets. C'est mortel pour l'économie d'une nation. Merci. C'est par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque d'aujourd'hui qui portait sur le processus et les priorités budgétaires exercice 2024-2025. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons également merci à nos invités. Merci Francis Lohiro, président du parti FPI, Fraternité des Patriotes INESA. Merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à cette émission. C'est un plaisir d'abord d'avoir rencontré les collègues avec qui on a partagé l'émission et je remercie tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci Anatole Iradukunda. Vous êtes juriste, ancien magistrat à la Cour des comptes. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Bon, merci moi aussi. Et puis, merci à vous, Désiré Ndaïchimier. Vous êtes coordinateur des projets au sein de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. Merci de nous avoir invités et nous sommes disposés à répondre à d'autres genres d'invitations. Merci. Restez branchés. Nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.